Bonjour les rôlistes et bonne année puisqu'il s'agit de ma première vidéo de 2020 et que j'espère bien la sortir avant la fin du mois de janvier. Et pour fêter cette nouvelle année, je ne vais pas vous présenter un jeu spécifique ou décortiquer une gamme en entière. Non. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un univers, d'un cadre de campagne dédié aux plus populaires des jeux de rôle. J'adore cette formule. Le plus populaire des jeux de rôle. En fait, tu vas parler de Donjons et Dragons, quoi. C'est tout à fait ça. On va parler de Donge, mais la version avec les robots magiques et les bateaux volants. Dans mes vidéos, je suis rarement l'actualité ludique. C'est sûr que pour ça, faudrait pas sortir une vidéo tous les 6 mois. Ouais. Comme je le disais, je suis rarement à l'actualité, mais en novembre dernier est sorti ce livre. Et cela m'a donné envie de vous parler de cet univers auquel je suis particulièrement attaché. Mais avant de parler du background lui-même, on va faire le point obligatoire Wikipédia sur l'histoire de la publication. Eberron est le résultat d'un grand concours organisé par Wizards of the Coast en 2002, afin de proposer un nouveau setting pour Donjons et Dragons 3ème édition. C'est la création de Case Baker, qui, quand il ne se prend pas pour une vache de l'enfer ou ne fait pas des apparitions dans les comics Marvel, est un game designer qui a aussi travaillé pour Goodman Game, Paizo ou plus récemment Green Ronin. A noter que pour eux, d'ailleurs, il a développé l'univers de Titan Grave, un univers de campagne tiré des vidéos d'actual play produits par Will Wheaton et Felicia Day, des actrices que vous avez pu voir dans Star Trek ou Supernatural. Mais je me rends compte que je digresse. Il y a eu plus de 11 000 propositions, et parmi toutes celles-ci, c'est Eberron qui a été retenu par Wizard et qui a finalement été publié en 2004 sous cette forme, le Eberron Campaign Setting pour Donjons et Dragons 3. Ce livre a eu droit à un bon suivi à l'époque, puisqu'en tout il y a eu une vingtaine de suppléments, scénarios compris, ancrés dans cet univers publié entre juin 2004 et mars 2008. D'ailleurs, hop, ici vous avez ma petite collection en livre physique, sachant que je la complète au fur et à mesure maintenant en format numérique, puisque Wizard sort enfin les suppléments sur DriveThru en format numérique. Après la sortie de la 4ème et meilleure édition de D&D, une nouvelle version d'Eberron est rapidement publiée dès juin 2009, soit un an seulement après le triptyque de base. Cette version n'a eu droit qu'à 3 ouvrages, ce qui n'est pas ici un signe d'échec commercial, même si cette 4ème édition est très loin d'avoir fait l'unanimité. Le monde n'était pas prêt pour toi, bébé. Non, ici c'est surtout qu'à ce moment-là, la politique éditoriale de Wizard, c'était de sortir un guide des joueurs, une encyclopédie pour le meneur, que j'espère trouver un jour en français à un prix raisonnable, parce que 80 ou 120 euros, combien mais allez mourir, et un scénario se déroulant dans le setting. Pour la 5ème édition, la sortie s'est fait bien plus attendre, les sorciers de la côte ayant encore changé leur façon de faire, se concentrant durant les 4 premières années de la vie de cette édition sur la publication de campagne, qui se déroule par défaut dans les royaumes oubliés, et ne publiant pas de cadre de campagne complet. Eberron, du coup, nous est revenu d'abord par la petite porte non officielle de la Dungeon Master Guild, la plateforme qui permet à chacun de publier du matos au format PDF pour Donge. Case Baker y a publié en 2018 le Wayfinder Guide to Eberron, un PDF de 176 pages pour jouer avec la 5ème édition. Et c'est devant l'intérêt suscité que Wizard a finalement sorti le 18 novembre, toujours avec Baker à la barre puisque c'est son univers, son adaptation officielle, un ouvrage de 320 pages, Eberron Rising from the Last War. Maintenant qu'on a expédié tout ça, de quoi ça parle et surtout pourquoi cet univers me plaît autant. Le monde s'appelle donc Eberron, mais la majeure partie des textes et suppléments se concentrent sur le continent de Khorvaire, un continent qui vient tout juste de sortir d'une longue guerre qui a duré un siècle, impliqué toutes les nations du continent et s'est terminé sans vainqueur suite à une catastrophe aux origines inexpliquées qui a ravagé un pays entier et qui a poussé les autres contrées à une amnistie un peu forcée et improvisée. La première chose que j'ai appréciée en découvrant cet univers, c'est la cohérence qui se dégage de la description du continent. Et je parle bien ici de cohérence et pas de réalisme.
Déjà parce qu'on est sur un pur univers de fantasy avec de la magie à tous les étages, mais aussi parce qu'on a affaire à un produit destiné à être joué et que cela transparaît dans les clichés utilisés pour caractériser les différents pays. Vous allez avoir le royaume orienté vers la magie, celui orienté vers la religion, la terre des gothiques avec ses morts vivants et les traditionnels royaumes elfes, nains ou halflings, que sais-je. Et pourtant, cela forme un tout cohérent, les frontières se dessinant grâce au relief ou s'expliquant par les événements liés à la dernière guerre, et les royaumes ne vivant pas en autarcie ont des liens les uns avec les autres. Je trouve qu'on a ici un juste équilibre entre l'aspect très artificiel, très archétypal des contrées, qui est là pour proposer des ambiances différentes pour les scénarios et les parties que vous allez jouer, et de l'autre côté l'approfondissement de l'univers. On est très loin de la richesse de mondes comme Gloranta ou Tekumel, mais moi je préfère cela. Ça évite leur caractère encyclopédique qui peut empêcher les joueurs comme les meneurs de s'approprier de tels backgrounds. Cette cohérence, pour moi, s'exprime aussi par la place de la magie. C'est un point qui m'a toujours fatigué dans les donjons verses. Et ceci depuis la première version de D&D où un magicien de niveau 9 récupérait une tour et des apprentis. La magie, dans sa version arcanico-profane, nous est présentée comme quelque chose de structuré, qui s'apprend comme une discipline académique. Il y a suffisamment de praticiens pour qu'il y ait des écoles, des guildes, et pourtant il n'y a pas assez d'impact à mon goût sur la vie quotidienne. Ça semble toujours figé dans une caricature de Moyen-Âge. Au moins, dans Eberron, la magie a une place importante, qui est pour moi logique. Ça ne veut pas dire que le moindre paysan a accès à une grosse épée magique, mais ça veut dire qu'il existe une économie de biens et de services liée à la pratique de la magie. Dans les grandes villes, par exemple, l'éclairage public est assuré grâce à des lanternes enchantées. Les hôpitaux peuvent soigner les blessures graves grâce à des sorts plutôt qu'à de la chirurgie invasive. Et on trouve un équivalent de chemin de fer et de télégraphe qui relie les grandes nations. Et dans le background, cela s'explique grâce à l'existence des maisons à dracogrammes. En effet, certaines lignées ont vu apparaître des marques de naissance magiques sur leur corps, les fameux dracogrammes, donnant des pouvoirs magiques bien précis. Ces lignées ont alors su bénéficier et faire fructifier leurs dons, et forment aujourd'hui 13 énormes guildes, dominant chacune un pan de l'économie du continent. L'existence de ces dynasties permet même d'imaginer un autre axe de jeu à Donge, avec groupe d'aventuriers sacrifiables utilisés par les maisons à dracogrammes pour des missions les opposant à leurs rivales. Bon, on n'appellerait peut-être pas ça ici du cyberpunk, mais pourquoi pas de l'arcane punk. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on retrouve un peu tout ce qui fait Donjons et Dragons, mais avec des petits twists. Par exemple, les orques et gobelins ne sont pas des peuples tournés vers les forces du mal, ce sont les premiers habitants du continent, et s'ils ont été effectivement agressifs envers les royaumes humains, ça s'explique facilement par le fait que les humains leur ont finalement piqué presque toute leur terre. Les dragons ne passent pas leur temps à dormir sur leurs trésors, il s'agit d'un peuple profondément mystique qui cherche à comprendre la prophétie. Une carte, un réseau de symboles permettant de comprendre la réalité. Comme tout univers de donge, il y a des clercs qui disposent de sorts, mais ici, les dieux n'interviennent pas directement. Du coup, ça permet même de douter de leur existence et d'avoir une pluralité de foi. J'apprécie aussi que les morts-vivants ne soient pas forcément maléfiques, et qu'il s'agisse même d'une façon d'accéder à l'immortalité chez les elfes. Et j'aime que les halflings chevauchent nus des dinosaures dans les plaines. T'es sûr que c'est canon, coup des halflings qui se baladent à poil? J'ai rien trouvé dessus dans le bouquin. On bat les couilles, frère. Bon, ils n'ont pas que détourné des clichés existants, ils ont aussi rajouté du matos original, heureusement. À commencer par de nouveaux peuples, dont le grand vainqueur est sans conteste le Warforged, ou Forgelier en français. Pourquoi je dis que c'est le grand vainqueur? Parce que cette race de robots magiques conçue à l'origine pour combattre dans la dernière guerre a clairement plu à la fois aux créateurs et aux joueurs, et c'est devenu un petit peu la mascotte de l'univers. Pour s'en convaincre, il suffit de voir en fait les couvertures des livres de base. À chaque fois, hop, vous avez un forgelier. Bon, j'aime bien les forgeliers, même quand ils sont bling bling, mais j'apprécie autant les shifters ou feral en VF, parce que j'aime les grosses brutes, j'aime les hommes bêtes. Ça doit être mon côté amoureux des petites bêtes à poil, ou mon côté furie, allez savoir. Et puis il y a les Kalashtar. Eux, c'est mes petits chouchous, une fusion d'humains et d'entités bienveillantes venues tout droit du monde des rêves, qui cherchent à échapper à des créatures cauchemardesques. Et déjà, le concept déchire. Mais en plus, leur présence dans Eberron m'a réconcilié avec 2 points avec lesquels j'ai toujours eu du mal dans Donge. Les psioniques et la classe du moine. Ça vient de moi, j'ai toujours eu du mal à les visualiser dans un univers d'heroic fantasy classique, avec une imagerie héritée du Moyen-Âge européen et des touches de Tolkien et de Howard. Mais ici, avec juste ce peuple qui introduit une dimension spirituelle et une philosophie basée sur la méditation et un peu les arts martiaux,
ben je trouve que ça marche. Et puis, je trouve les méchants spécifiques à cet univers vraiment trop cool. Par exemple, on a les terroristes de la Griffe d'Émeraude. C'est un ancien ordre de chevalerie qui s'y trahit par sa hiérarchie et qui s'est tourné vers des actions meurtrières et la nécromancie pour alimenter leur patriotisme aveugle. Autant dire que cette alliance de bons petits fachos et de zombies pas frais, ça fait eux des méchants idéaux pour les scénarios où on veut bâcher sans se prendre la tête. Ce qui va de pair en fait avec le côté aventure pulp à l'Indiana Jones qui est l'une des ambiances recherchées par le setting. Dans un genre plus fourbe, vous avez l'Aurum, un club réunissant les plus grandes richesses du continent et qui dans les ombres manipule pour s'enrichir et gagner plus de pouvoir, comme le MEDEF. Ouais, c'est complètement le MEDEF version high fantasy. Je viens d'imaginer Gattaz en un lobbyiste. Je suis sûr, il y a un angle d'attaque de campagne à exploiter ici. Genre, jouer des syndicalistes ou des inspecteurs du travail qui cherchent à combattre les machinations de l'Aurum et des maisons à dracogramme. Il y a aussi celui que les fans ont surnommé Skynet, alias le Seigneur des Lames. C'est un forgelier voulant éliminer ou au moins dominer les êtres de chair qui ont créé son peuple pour ensuite l'exploiter comme esclave et arme de guerre. Dans un autre genre, si vous voulez de l'intrigue, de la conspiration, vous avez les agents du Dreaming Dark, le genre de menace insidieuse qui exploite un terrain que les personnages de Donge explorent rarement, les rêves. Mais les monstres que j'ai le plus adorés, en bon fan du The Thing de Carpenter, de body horror façon Cronenberg et des nouvelles de Lovecraft, ce sont les Daelkyr. Ce sont des créatures extérieures à la réalité, incarnation de la folie, capables de façonner la chair et la matière. Comme il fallait leur mettre un alignement sur leurs stats, ils sont décrits comme chaotiques mauvais. Mais en fait, ce sont des êtres d'une puissance quasi divine, totalement amoraux et étrangères au mode de pensée des mortels. Eux, ils se voient comme des artistes. Sauf qu'au lieu de façonner l'argile, c'est la chair et la psyché des êtres vivants qui passent entre leurs mains, tentacules, pseudopodes, pinces, whatever. Tels les grands anciens Lovecraftiens, ils sont enfermés, mais l'ensemble des créatures qu'ils ont créées et qui cherchent à les libérer en font de parfaites menaces, voire des antagonistes de haut niveau. J'ai encore tellement envie de vous parler de cet univers, je pourrais le faire pendant des plombes. Revenir sur l'aspect pulp et exploration avec le continent de Xandric. Le fait que cet univers a introduit les points d'héroïsme dans la 3e édition de Donge. Le fait que le bien et le mal n'y soient pas des absolus et peut surprendre ceux qui sont habitués aux alignements. La multiplicité des angles d'attaque aussi. Avec des choses originales comme jouer des journalistes d'investigation ou tenir une agence de détective. Je trouve cet univers vraiment trop cool. Mais mon but ici, c'est pas de vous dire qu'il s'agit du meilleur background, d'affirmer qu'il plaira à tout le monde ou qu'il est exempt de défauts. Il suffit de voir comment ils ont introduit de façon dégueulasse les Eladrins et les Tieflings dans la 4e édition. Non. Je tiens juste à partager mon enthousiasme pour un univers de jeu qui est parti d'éléments de gameplay, les races et classes de Donge, et qui a su broder autour de ses concepts pour créer un univers qui a sa cohérence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir cet univers. Si vous voulez en apprendre plus et que vous parlez anglais, je vous mets dans la description un lien vers le blog de Case Baker, où il aborde plein de points et de théories sur sa vision d'Eberron. Je précise au cas où qu'il ne s'agit pas d'une vidéo sponsor, je ne suis pas payé pour ça, j'avais juste envie de partager mon enthousiasme pour cet univers. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu et partager la vidéo. Je sais que ça devient un peu un running gag, mais je vais vraiment essayer de faire quelque chose de plus régulier cette année, de faire vivre la chaîne. Donc sachez que vos soutiens et retours comptent énormément pour moi. Bref, lisez, jouez, kiffez votre life et que les dés vous soient favorables.